Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 61e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour un nouveau débrief de la 33e journée de Ligue 1. Monaco qui se déplaçait à Bordeaux et qui s'est brillamment imposé 3-0. Et pour m'accompagner, il y aura Damien et Quentin. Salut messieurs. Salut les copains. Salut. Comme je le disais, une victoire propre des Monégasques qu'on va maintenant débriefer. Un petit coucou à tous ceux qui nous suivent sur le chat et également à ceux qui nous écoutent sur YouTube. Damien, tes 3 points de cette solide prestation en terre bordelaise. Ouais, victoire 3-0, donc forcément un match qui a répondu à nos attentes et à mes attentes en tout cas. J'avais appelé le 3-0 depuis 2 jours de toute façon. Le premier point pour moi c'est l'agressivité à la récupération. C'est vrai que ça a été constant dans tout le match, mais surtout en première période où on a été vraiment impérial et injouable pour Bordeaux. C'était pas rare de voir 2 voire 3 joueurs au pressing pour récupérer le ballon très 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 vite, si bien qu'en fait on n'a jamais eu besoin finalement de repositionner le bloc et Bordeaux n'a jamais vraiment pu développer une seule action en première période notamment, puisque dès qu'ils avaient le ballon ils le perdaient très 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 vite. On dit souvent c'est 6 secondes pour essayer de le récupérer le ballon et ensuite pour le pressing et ensuite on remet le bloc en place. J'ai l'impression qu'en fait on n'a jamais eu besoin de se remettre en place et qu'à chaque fois on récupérait ce ballon en dessous des 6 secondes et une agressivité vraiment bien maîtrisée en plus avec assez peu de fautes. Le deuxième point du coup je parlais de peu de fautes, c'est qu'en fait c'est Bordeaux qui principalement a fait ces fautes là, qui a fini à 10 d'ailleurs la rencontre avec une accumulation un peu de nervosité et de frustration en seconde période, mais très clairement voilà, c'est parce que Bordeaux a été toujours systématiquement en retard en fait aujourd'hui dans tout ce qu'ils faisaient, mais ça tient pas tant à leur faiblesse qu'à notre qualité à nous qui était de jouer vraiment et d'être dans le bon sens du jeu pendant toute la rencontre. Donc voilà, quand on est protagoniste, à un moment donné on oblige l'adversaire à faire des fautes et c'est un peu le cas aussi quand on a eu tous ces pénaltys, peut-être certains pour certains un peu généreux, mais c'est aussi cette impression de force et de force collective dégagée par notre qualité de jeu qui font que tout ça nous réussit. Donc voilà, je laisserai ça le soin de développer à Quentin pour cet aspect-là. Et troisième point, le Monaco, meilleure équipe de Ligue 1. Ça fait quelques semaines aussi que je me regarde un petit peu aussi tous les matchs de nos concurrents directs. C'était le cas encore ce week-end, que ce soit Lille vendredi soir avec Koh-Lanta quand même, faut pas déconner, et Paris cet après-midi. Clairement, Monaco est l'équipe qui dégage le plus de sérénité. Bravo Kovac, parce que ça c'est un travail aussi de l'entraîneur qui réussit à insuffler cette énergie et cette qualité de jeu, de bloc aussi. Et voilà, pour moi, Monaco est aujourd'hui la meilleure équipe en Ligue 1. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est quelque chose que tout le monde est en train de reconnaître, que ce soit les consultants, journalistes ou même les adversaires qu'on rencontre depuis quelques mois. Et puis pour moi, cette meilleure équipe de Ligue 1, elle doit être récompensée à la fin de la saison et je pense qu'elle le sera. Voilà. On l'espère tous. Quentin, tes 3 points. Alors, moi, du coup, mon premier point, ça va être que c'était un match encore à sens unique. On en a un peu l'habitude sur les dernières prestations. Même si on se fait un peu peur face à ces Bordeaux Girondins. On va dire un peu plus que les autres matchs, avec notamment un poteau et des actions un peu, on va dire, dangereuses. Mais voilà, encore une fois, on a un match à sens unique qui est maîtrisé quand même de A à Z. Et voilà, on se fait vraiment pas peur dans l'ensemble du match. Et je pense que c'est vraiment très positif pour la fin de saison.
Donc mon deuxième point, ça va être aussi les remplaçants. Hein, encore une fois, les remplaçants sont décisifs. Et moi, je trouve ça important, même si ça change rien. Voilà, même si ce but avait été refusé au niveau du hors-jeu de Diop et de Jovetic. Voilà, moi je pense que c'est important aussi de faire sortir, de faire rentrer plutôt, on va dire, ce genre de joueurs et qui marquent en plus, qui sont décisifs, à l'image de Ben Yedder au dernier match. Enfin voilà, c'est vraiment qu'on est dans une équipe qui tourne très bien, et encore une fois, c'est très positif pour la fin de la saison. Et vous me voyez venir, le troisième point, c'est que malgré voilà, les détracteurs, on peut quand même gagner des matchs, et pourquoi pas gagner un titre à la fin, sans obtenir des pénaux ou... sans obtenir aussi on va dire des actions favorables avec les actions litigieuses. Enfin bref, on est quand même Damien l'a dit, la meilleure équipe du championnat, je pense. Hein, voilà, en tout cas, l'équipe du top 4 qui tourne le mieux. Et donc, je pense qu'on vole pas notre forme actuelle. Ouais, complètement. De mon côté, ça va être un point classement. Forcément, on grappille. Je vais simplement revenir au dernier club Mounegou. Il restait 8 journées. C'est vraiment là où on avait décidé de faire cette émission qui lançait le sprint. On est à 9 sur 9, pendant que les autres équipes sont à 6, 7, et Lyon, au mieux, sera à 7. Donc, on a quand même grappillé à minima 2 points sur tout le monde. On savait aussi que le mois d'avril était un peu plus facile sur le papier. Il faudra gagner à Angers. Il y aura l'affrontement entre Lille et Lyon. Donc, tout est au vert. On pourra regretter cette égalisation, puis cette victoire même parisienne en début d'après-midi, mais de ce que j'ai pu en voir et de ce que les stats montrent, Paris était quand même globalement au-dessus dans cette rencontre, donc pas trop de regrets à avoir. Deuxième point, ça va être sur la rencontre en tant que telle. Maîtrise globale. On se fait quasiment pas peur. Il y a un petit relâchement de 15-20 minutes en deuxième mi-temps. On joue un petit peu à la baballe, peut-être le coaching un petit peu trop tardif aussi, avec par exemple un Gelson qui semblait complètement à bout de souffle. Malgré tout, il n'y a pas eu de but, donc c'est également peut-être un petit peu la chance, on va pas dire du champion, mais en tout cas la chance d'une équipe qui tourne bien. Et le dernier point, c'est qu'on est européen, voilà, maintenant c'est officiel, même si bien entendu cette 4e place maintenant ne conviendra plus à personne. En début d'année, on aurait tous signé pour, mais maintenant elle ne conviendra absolument à personne. Il ne faut pas se mentir, on est devant, on est dans une forme olympique, mais au moins on y est. Voilà, ça sera l'Europa League au pire. Et puis, si tout se passe bien, ça sera la Ligue des Champions et peut-être même de la plus belle des manières. La compo, Damien, globalement, un peu toujours pareil. On a quand même un bloc équipe qui ne bouge pas trop, avec les Fofana, Tchouaméni, Lecomte, Caio Henrique, Badiachil, Voland, évidemment, quand il est de retour. Même Golovin, maintenant, semble clairement être revenu comme un titulaire indiscutable. Par contre, là où ça bouge toujours un petit peu, c'est qui fera le 3e central et qui occupera également ce poste de piston droit. Aujourd'hui, c'était plutôt Gelson. Ça aurait pu être Aguilar, ça a été Golovin. C'est vraiment le poste où Kovac tente le plus de possibilités. Même Diatta, on l'a vu un petit peu. Ouais, d'ailleurs, à préciser quand même qu'on avait 4 cas de Covid. Plus l'absence sur blessure de lésion musculaire pour Fabregas. Le Covid, ne l'écartons pas trop, c'est quelque chose qui touche tout le monde, même si globalement les clubs ont été relativement épargnés, en tout cas et pas dans des trop grosses gravités, on va dire. Mais voilà, aujourd'hui on avait 4 absents, pas des absences trop importantes. La plus importante était certainement celle de Diatta, mais il y avait aussi celle de Matarazzo par exemple, qui porte aussi un petit peu de rotation en cette fin de championnat. Donc attention à ce que ça vienne pas entacher un peu la fin de championnat, éventuellement avec d'autres absences plus préjudiciables. Mais sinon, écoute, sur la défense, maintenant, il est clair qu'il y a quand même une vraie régularité avec Maripane, Badiachil et Sidibé sur les trois centraux. Pareil, ce milieu de terrain, Tchouaméni, Fofana, ça bouge pas. Caio Henrique sur la gauche est indéboulonnable, ça c'est sûr. Effectivement, au milieu de terrain, Golovin s'impose de plus en plus comme un titulaire, mais je crois qu'avec Kovac, rien n'est définitif. Et effectivement, ce poste de piston droit qui peut échoir à soit Aguilar, soit Gelson Martins. Je pense que là aussi, c'est l'idée de faire une petite rotation, comme en attaque, avec Jovetic qui cette fois était sur le banc et Ben Yedder qui, après 2 entrées en jeu concluantes, retrouvait un poste de titulaire. Voilà, je pense que Kovac fait ça intelligemment, comme il l'avait dit il y a quelques semaines.
je peux pas laisser un mec qui fait des entrées convaincantes sur le banc à chaque fois, et s'il mérite sa place de titulaire, alors je l'aligne. C'est ce qui s'est passé avec Ben Yedder, sachant que Jovetic avait eu une petite baisse aussi, en tout cas un manque d'efficacité qui pouvait un petit peu coûter. C'était finalement aussi assez logique. Et puis signalons aussi le retour de Volland qui était absent pour bronchite la dernière fois, mais qui a vite retrouvé sa place dans le 11 titulaire. Ouais, on verra ce qui va se passer ce mercredi, Quentin. On le rappelle, Monaco qui joue en coupe un gros match, parce qu'évidemment on n'a pas eu trop de chance au tirage. On est tombé sur l'Olympique Lyonnais. Ça sera chez nous, mais on peut s'attendre à une petite rotation ce mercredi et peut-être justement certains retours comme Jovetic, peut-être Aguilar également comme piston droit. On est vraiment dans de la gestion d'effectifs, à l'exception de vraiment 3-4 postes où là vraiment ça semble immuable dans son esprit, c'est ces joueurs-là et ça en est pas d'autres. Ouais, c'est clair. Notamment au milieu. Le milieu, pour le coup, il va pas bouger. Je trouve que le milieu, Volland, Lecomte et Caillot, pour moi, c'est les 5 vraiment qui ne bougent jamais. Ouais, alors Caillot, attention. Parce que même Disasi a quand même joué beaucoup dernièrement, donc. Mais justement, il devrait venir. Je pense qu'il devrait revenir dans le 11 contre Lyon. Oui, pour Lyon. Mais autant on a l'impression que Disasi est plus vraiment le titulaire pour le coup, même s'il est revenu. Ni Badiachil ni Maripane. Moi, je pense que les trois, ils sont pas. Je pense qu'il y a quand même une idée que de mettre d'abord Badiachil plus Maripane, à mon avis. Je pense que c'est quand même un peu plus la tendance. Je pense que c'était la tendance globale depuis le début de l'année 2021. Ouais. Mais depuis un mois, pour le coup, Disasi semblait être complètement revenu à minima au même niveau qu'eux. Donc là, c'était ce choix-là cette semaine. Lyon, on peut le mettre à part parce que c'est un match de semaine en coupe, mais je suis persuadé qu'à Angers, on n'aura pas forcément ces trois-là pour autant. À la limite, c'est même sur Sidibé que je pense qu'il y aura le moins de changements parce qu'il a aussi ce profil de pouvoir un peu dépanner dans l'axe, mais potentiellement d'être le quatrième, d'être latéral dans une défense à 4. Donc à voir ce qui sera fait dans les semaines à venir. En tout cas, la rencontre, Quentin, qui va plutôt bien commencer par les Monégas. Les Monégas vont s'installer dans la partie de terrain bordelaise. Comme tu le disais, Damien, une grosse agressivité à la récupération. Donc les ballons sont souvent récupérés très très haut. Caillot d'ailleurs est relativement haut sur son côté. Gelson Martins, lui, carrément joue en position d'attaquant au même niveau qu'un Kevin Volland. Et on sent que la décision va finir par se faire. En grosse occasion, je pense qu'on peut mettre en avant quand même le gros raté de Golovin qui faisait suite pour le coup à une très belle récupération de sa part. Ouais, oui, en tout cas, moi j'étais un peu énervé au début. C'est vrai que on n'avait pas forcément de. On abordait un match aussi qui pouvait être compliqué comme chaque match, mais on n'avait pas l'impression qu'on allait dominer encore un match dès la première mi-temps, enfin dès l'entame de match. C'est vrai que souvent récemment on avait tendance à s'effacer un peu et à revenir un peu sur la deuxième meilleure mi-temps. Voilà, à faire des deuxièmes meilleures mi-temps et à se dire qu'on marquera qu'on changera un peu le système pour être plus efficace ensuite. Là c'est vrai que c'était un peu plus réactif dès le début et en plus on avait par contre des occasions qui étaient un peu ratées, un peu énervantes. C'est vrai que Golovin peut mieux faire plusieurs fois. Oui. Après il y avait il me semble Ben Yedder aussi qui fait une petite remise sur Volland mais un peu trop court et vraiment dommage où il aurait pu bien enchaîner. Mais c'est vrai que tu l'as dit toi Rome dès le début, on sentait que le match allait très vite tourner en notre faveur. Oui, en tout cas, Damien, c'est ce qu'on se disait dans la conversation. Toi, tu n'étais plus trop là à ce moment-là parce que tu as eu un petit souci visiblement avec WhatsApp. Mais c'était à peu près dans cette période-là. Ouais. Et on sent quand même que le but va arriver, mais justement, on peut en parler de ce but. Il est quand même d'une propreté. C'est pas extraordinaire ce qu'il fait, mais tout est propre. Le crochet, après Paul Bass, ça devient quand même très compliqué pour lui parce que c'est déjà lui sur la récupération de Golovin qui s'embrouille, qui s'en mêle les crayons tout seul. Et Monaco ouvre le score, un but, très beau but. Ouais, moi c'est plus que le crochet de Volland, c'est toute l'action collective, c'est-à-dire en très peu en un laps de temps très court, on a eu à la fois récupération.
très agressif, très rapide, hein, comme je le soulignais dans mon premier point. Un retour jusqu'à Lecomte. Et là, je souligne aussi la très bonne orientation du jeu de Lecomte qui tout de suite met de l'autre côté et donc qui permet de changer le jeu rapidement. On a une passe Ligue des Champions de Badiachil, une remise magnifique de Ben Yedder, et là on a ensuite le travail de finisseur de Voland qui crochette, qui élimine pas complètement Paul Bass, mais qui s'ouvre un petit peu, n'empêche le but, et derrière il met une frappe absolument imparable pour Costil. Donc ouais, en peu de temps on a vu une équipe à la fois très bonne défensivement, très rapide dans la construction, et efficace, terriblement efficace, presque tueuse, parce que c'était le premier tir cadré en plus, il me semble, pour nous. C'est fort possible, oui. Ah bah non, il y avait Hugo Lovin. Oui, oui, effectivement. Mais ouais, non, effectivement. Je sais pas pourquoi ils ont sorti ça alors sur Canal, il me semblait. Mais bon, mais du coup, voilà, c'était en tout cas un vrai beau but. Et très clairement, quand on ouvre le score face à une équipe qui est complètement étouffée, je me dis c'est bon, allez, hop, maintenant on va enquiller quoi. En plus, on peut noter que ça a sans doute rajouté à leur difficulté que Koscielny sort avant cette ouverture du score. Ouais. Alors Koscielny n'est peut-être plus le Laurent Koscielny d'il y a quelques années, mais ça reste quand même une pierre importante, angulaire dans leur équipe, un peu comme pouvait l'être un Dante avec Nice, et on voit comment ça se passe Nice depuis qu'ils ne l'ont plus. Alors Bordeaux, c'est beaucoup plus compliqué globalement, mais si en plus ils perdent leurs vrais joueurs avec beaucoup d'expérience, forcément tout basculer, on va dire, plutôt de notre côté. Et la fin de mi-temps, Quentin, va plutôt être maîtrisée par les Monégasques. Par contre, je n'ai pas forcément non plus en mémoire qu'on ait de vraies grosses situations. Alors, tu vas peut-être me contredire. Non, bah, il y a même des situations pour Bordeaux. Mais, en première mi-temps si, je m'en souviens d'une. Ah putain, comment il s'appelle ? Je ne sais plus, j'ai oublié son nom, ce joueur bordelais. Bon, bref, on a quelques situations, mais enfin après c'est pareil. Enfin moi j'ai surtout vu en fait des situations de notre part, enfin de la possession peut-être pas stérile, mais disons des actions, voilà, de la conservation de balles, des récupérations hautes, comme tu l'as dit Damien. Mais c'est vrai que non, on n'a pas été plus dangereux que ça. Et par contre, on a toujours un Voland qui est, moi je trouve omniprésent. Enfin, il a vraiment changé par rapport à ces derniers mois, où il va courir partout. Je le voyais toucher beaucoup de ballons, et ça c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vrai qu'on avait tendance un petit peu toujours à le pointer du doigt sur cet aspect-là, mais après il était tellement décisif que c'était quand même un petit peu compliqué de réellement critiquer. Il est plus bas que Ben Là, Yedder. Maintenant qu'il a... Bien sûr, maintenant qu'il ajoute à son efficacité qui est toujours là, parce qu'on le rappelle, il a donc marqué son 15e but de la saison. Record. Si en plus, record personnel, ouais, dans n'importe quel championnat, enfin donc du coup dans le championnat allemand. Et voilà, donc la mi-temps, Damien 1-0, globalement, on la maîtrise, on pourra toujours regretter de ne pas avoir fait déjà le break, parce que ça aurait pu être le cas. Mais en fait, ce break, il va être tout de suite réalisé quasiment à l'entrée de cette seconde mi-temps. Tu parlais d'une passe Ligue des Champions pour Badiachil. Celle de Tchouaméni, elle est plutôt sympathique aussi. Elle est très belle. Et Gelson qui réussit son face-à-face. Et surtout un très bon appel de Gelson qui vient d'assez loin. Donc il s'est pas posé de questions. Il a, dans la tradition du tout droit qu'il est... mais il a fait une Mbappé, hein. Voilà, clairement. C'était, mais effectivement, l'appel est bon. C'est-à-dire que il n'y a rien qui permet d'indiquer finalement que il peut très rapidement se retrouver en bonne situation. Sauf qu'en fait, du coup, son appel fait vraiment la différence. La passe de Tchouaméni est effectivement très belle, mais l'appel de Gelson est vraiment un déclencheur aussi. Et derrière, oui, il réussit son face-à-face. Donc, le but est pareil, assez limpide. Et là, on est à l'abri, quoi. Content d'entendre Damien encenser Gelson, hein, vraiment. Ça fait plaisir. Oui, mais si tu écoutes bien, il y avait quand même une petite... Il a encensé Lecomte sur le premier but. Incroyable. Tout change. Et une récupération de Sidibé. C'est l'effet Kovac. Hein. Oui. C'est l'effet Kovac. Hein. Même les pipes, il les rend bonnes. Alors, je veux dire, même Balotouré, on arrive à critiquer sur ses entrées. Non. Bon, après, il rentre 3 minutes. Hein. Enfin, non, 10 minutes. C'est dur de critiquer un mec qui rentre 10 minutes. Ouais.
En tout cas, ça va être un peu plus compliqué par la suite. Quentin, je trouve que l'équipe va quand même un petit peu se relâcher. Moi, j'en parlais un petit peu justement dans mon point relâchement. Tu as parlé du banc parce qu'il a fini par être décisif, oui. Et donc moi, je le critique pas en tant que tel, le banc, mais je critique plus que je trouve que ça a été un peu tardif. Gelson aurait dû sortir plus tôt parce qu'il revient de blessure et qu'il semblait quand même un petit peu dans le dur dès la 55e. Il va quand même attendre un petit peu longtemps pour le faire sortir. Et puis surtout, Monaco qui va de nouveau, alors que ça faisait quand même des semaines et des semaines qu'on n'avait pas vu ça, faire des énormes conneries de relance. Alors il y en a une pour Maripane, il y en a une pour Fofana, qui aurait pu nous coûter très cher. Également Bordeaux, on va avoir un grand Lecomte. Ils vont tirer sur le poteau. On va quand même avoir une période un petit peu délicate, même si de notre côté, on va toujours globalement dominer la rencontre et se procurer des situations. Les grosses, vraies situations dangereuses, elles sont bordelaises et malheureusement, elles sont souvent à cause d'erreurs individuelles de nos joueurs. Ouais, c'est ça, on était sur un vrai temps fort bordelais, en effet. Pour moi, les changements arrivent un peu tard aussi. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre peut-être un changement au niveau de l'heure de jeu, sachant que c'était vraiment en plein milieu du temps fort bordelais et qu'il fallait ramener un peu de nouveau de 109, on va dire, pour aller bouger un peu cette équipe de Bordeaux et mettre le 3e but. Parce que c'est vrai qu'à 2-1, on aurait pu se poser des questions, on pouvait aller sur un match difficile et en plus on encaisserait un but. Donc voilà, c'était un peu difficile pour le coup. Et après à partir de l'entrée de Diop et de Jovetic, on reprend un peu les clés de ce match. Ouais, voilà, Diop et Jovetic vont rentrer. Encore une fois, je le redis, j'aurais bien aimé que Gelson également soit dans ce groupe de changement pour Aguilar. Diatta n'étant pas là, il n'y avait pas d'autre solution qu'Aguilar. Et puis dans l'absolu, je préfère quand même mettre Aguilar que Diatta. Je sais pas ce que tu as à dire toi sur toute cette période, Damien, un petit peu où on ronronne un petit peu, où on se fait peur. Voilà, on les a cités, hein, les différentes situations. Lecomte, on peut le souligner, nous a été décisif, mais on en parlera dans la prochaine section. Donc, ouais, on a été moins précis en fait. Là où on était très bon en première période, c'était notre capacité justement à nous trouver rapidement dans les pieds, à faire tout de suite les bons décalages. Là, on était un peu moins. On a eu un semblant de désorganisation, on va dire, où les passes arrivaient moins bien. Où on était moins bien aussi dans le pressing. On a effectivement ce petit relâchement, donc ouais, je valide un petit peu tout ça. Et puis je pense que Bordeaux a aussi fait un peu plus montre de caractère, tout simplement. Ils ont pris le 2e but, donc combiné à ce petit orgueil qu'ils ont eu à ce moment-là pour essayer de revenir un petit peu dans le match, et nous ce petit relâchement, voilà, ça a donné un petit peu cette période de flottement, on va dire, pour nous. Pendant non pas de flottaison. 15... Non, ouais, je l'ai pas dit. Je me suis arrêté avant. Mais voilà, de quoi, une quinzaine, 20 minutes à tout péter. Oui, c'est pas encore une fois, c'est pas catastrophique. Mais oui, on a eu un bon gardien. En fait, la vraie grosse situation où on peut pas faire grand-chose, c'est le poteau et bon. Sur cette période, Bordeaux effectivement avait 2 occasions où ils auraient pu réduire le score, ça c'est vrai. 2, 3, 4. Moi, personnellement, je rencontre 4. Parce que la relance de Fofana, elle donne quasiment pas un contre 1, mais elle est contrée du dos par Maripane. Maripane, ouais. C'est vrai qu'elle est assez anecdotique finalement, mais ça aurait pu très mal finir. Oui, effectivement. Ça aurait pu très... Donc, en tout cas, voilà, il va y avoir d'autres changements. Du coup, Gelson va finir par céder sa place à Ruben Aguilar. Et puis, il va y avoir ce double petit changement habituel, ou presque, avec Ballo-Touré et Florentino Luis. Ça aurait certainement été Matarazzo si Matarazzo avait été là. Bon, ça va pas apporter grand-chose, mais Monaco, malgré tout, va pousser. Jovetic va énerver tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, va beaucoup m'énerver. Mais Jovetic va finir par marquer un but. Et alors, on disait que le premier but était très beau, Quentin, ce qui est vrai. Alors, le 3e but, quand même, moi, il me plaît plus. Je préfère encore plus la petite tête remisée de Diop. J'aime beaucoup ça. Ah, c'est vrai que rien que le fait que Diop mette cette petite tête, ça fait bien plaisir quand même. J'avoue que l'action était assez intéressante. Mais je préfère quand même le but de Voland. C'est vrai que l'action, dans le collectif, c'est vrai que c'est super. Franchement, on a encore une très belle action et c'est le genre de but qu'on met souvent en plus. Et très content en plus que Jovetic marque son but parce qu'en fait à chaque fois effectivement il rate, mais en fait on sait qu'il en mettra un finalement à la fin ou alors qu'il sera décisif. Donc c'est toujours
toujours cool en fait Oui, qui parce- marque. Et en plus il y a un hors-jeu qui est pas vraiment, qui n'y est pas. Donc moi je pensais qu'il allait être refusé pour être honnête. Mais du coup super quoi. Enfin, on soigne le goal average à la fin. Parfait. C'est ce qu'on se disait dans la conversation. Avant la ligne, on n'était pas forcément sûr qu'il n'était pas hors jeu. Bref, on va pas rentrer dans les détails toujours de cette histoire de perspective. Par contre, Damien, je sais pas, mais là, au final, ça me rappelle un peu un but que Vinicius avait marqué comme ça, non, en toute fin de rencontre et qui avait été refusé il y a 2 saisons. En toute fin de match, c'était la galère. Et je me demande si c'était pas déjà face à Bordeaux. Alors, je sais pas. Peut-être, mais où on n'était pas d'accord. Bah, où il y Sur la avait eu situation- hors-jeu. Et il y Sur avait la pas eu de situation révélateur. hors-jeu où c'est si, il y avait mais pas- il avait été refusé, mais non, il n'y avait pas le VAR encore. mais non, mais je veux dire, il y avait, enfin oui, le révélateur dans le sens où il y avait le révélateur télé Canal+, quoi. Mais oui, effectivement. Et puis moi, j'étais pas tout à fait d'accord parce que pour moi, Vinicius profitait pas vraiment d'une situation de hors-jeu, qu'il était effectivement un petit peu, mais dans la mesure où sa situation, enfin, il était totalement démarqué parce que erreur défensive bordelaise. Je me disais que pour moi, ça pouvait pas être comptabilisé contre lui, quoi. Surtout qu'il avait 3 mètres, quoi. Mais, ne pas en profiter. Marquer un but, si c'est pas ne pas en profiter, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Non, en fait. mais je me rappelle un petit peu de cette conversation à l'époque. En tout cas, là, il y a rien à tolérance, quoi. Jovetic n'est absolument pas hors jeu. Il place sa tête, c'est compliqué parce qu'en plus il voit le gardien arriver face à lui. La même action contre Lyon, moi je suis Jovetic, je mets pas la tête parce que j'ai peur de me faire découper en 2 par leur superbe gardien. Mais voilà, en tout cas, le match qui va se conclure quelques instants après, Monaco s'impose 3-0. Monaco est donc sur une série folle depuis maintenant 4 mois. Dernièrement encore plus, mais en plus avec 2 fois 4-0, 2 fois 3-0, une qualification en coupe au milieu de ça un petit peu poussive. Mais voilà, encore une fois, on se rappellera plus de ce match dans pas longtemps. Antonetti avait bien chialé pendant 3 jours. Oui, et puis voilà, il y avait eu ça aussi. Et puis Gelson, tu vois, ce coup-ci avait raté son face-à-face. Aujourd'hui, il l'a mis, donc c'est bien, c'est un petit progrès. On peut maintenant passer au top avec un S et au flop 100. Quentin, et puis je vais commencer par toi. Du coup, Quentin, toi, tu es plus parti sur Kevin Folland, même si on était globalement tous d'accord pour le mettre dans les 3 joueurs clés du jour. Ouais, c'est clair. Voilà, toujours précieux défensivement. Moi, je l'ai vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu partout. Et il fait il s'arrête pas de courir. Enfin, c'est vraiment un joueur. Alors c'est toi qui l'as dit. On a chopé Klose en fait à la place de. On pensait avoir Niabri et on a chopé Klose. C'est un peu ça, c'est vraiment un très gros finisseur, un ailier, voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment en fait, c'est un joueur qui est très actif et qui a beaucoup de ressources, on va dire, dans un match, surtout sur 90 minutes. Et après, voilà, derrière, il va enchaîner les courses, il va multiplier les feintes, il va multiplier les remises, et puis en plus, c'est un très bon finisseur. Et là, la magnifique remise de Ben Yedder pour lui, voilà, il s'en sort très bien, il enfume complètement Paul Bass et il va mettre cette très belle frappe. Et en plus, tout son match pour moi est très réussi. Donc voilà, pour moi, ça me paraissait logique de le mettre en top aujourd'hui. Damien, toi, tu étais en top 1 Tchouaméni. Dans l'absolu, c'est également mon choix, mais je vais te laisser en parler, du coup. Que dire de plus, à part qu'il confirme de semaine en semaine. Ouais, il a été vraiment impressionnant, parce que si on parle de pressing, justement, c'est aussi forcément lui, avec aussi Fofana quand même, dont on va sur lesquels on va davantage se focaliser. Mais voilà, donc c'est vrai que forcément, dans cet aspect-là, il a été très, très, très bon. Et voilà, il a beaucoup joué vers l'avant aussi. En plus, il y a plusieurs passes tranchantes. On a cette passe décisive aussi pour Gelson. Donc oui, forcément dans son jeu, il y avait vraiment pas grand-chose à jeter. Et encore une fois, il a vraiment rayonné au milieu de terrain. Et je me faisais la remarque, je me disais aujourd'hui, on met Tchouaméni sous le maillot de Bordeaux dans l'autre camp en face. Je suis sûr qu'on se dit, Tchouaméni c'est un joueur moyen, quoi, et puis pas plus, quoi, en fait. C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est aussi que. Oui, mais comme quoi, le contexte. Il prend de plus en plus sa chance de loin aussi. Il l'a encore fait à 2-3 reprises aujourd'hui.
Bon, c'est pas toujours exceptionnel, mais on sent c'est peut-être aussi un petit peu la patte malgré tout Kovac, hein, et comme pour Fofana. Bon, lui c'est encore plus compliqué de loin, mais la patte un peu école allemande de tenter, ne serait-ce que 3-4 fois par rencontre, la frappe en dehors de la surface. Et moi j'aime beaucoup en plus ça, donc oui, Tchouaméni, rien à dire encore une fois aujourd'hui. Et on avait rajouté le compte. Oui, Fofana le fait moins bien, mais il a le mérite de le faire. Le compte, ouais, parce qu'il a été clé au moment où on l'attendait, à savoir à 2-0, quand c'était un petit peu compliqué pour nous. Sur le poteau, il peut pas faire grand-chose. Le centre est au cordeau, la défense est pris de vitesse, donc il se retrouve fusillé à bout portant. Tu l'as parlé sur le premier but, sa relance de base est clé. En toute fin de rencontre également, il fait une sublime relance longue vers Jovetic. Malheureusement, ça va pas très bien se terminer. Il a toujours cet excellent jeu au pied. Il commence à prendre confiance à la main. Donc voilà, encore une fois, je l'avais dit au CM, moi, il fait partie vraiment du joueur sur lequel je ne sais pas s'il faut le garder ou pas. Il est en train, sincèrement, de me faire changer d'avis. Donc il faut encore que ça tienne. Mais il montre que justement, dans une bonne dynamique, lui aussi arrive à hausser son niveau de jeu. Le flop maintenant, pour le coup, c'était moi également qui l'avais choisi, parce que vous en aviez pas trop mis. Je l'ai trouvé un peu plus en difficulté. Je trouve que globalement, sur beaucoup de situations bordelaises, c'est lui qui a la faute. Il fait une très mauvaise relance qui nous met dans la merde. En première mi-temps, il est quand même pas loin de nous mettre un CSC un peu gaguesque. Donc voilà, c'est pas un énorme top. Je lui mettrais un 4 si j'avais à le noter. Mais je le trouve un petit peu en dessous des autres éléments aujourd'hui. Voilà. C'est Maripane, donc. Oui, Maripane. Oui, parce que c'est vrai qu'il est en visuel. Donc, ouais, il y a des gens qui mettent juste le truc et qui regardent pas les images forcément. C'est pas faux. Ça parle de Golovin en flop, c'est vrai que. C'est vrai qu'il y a. Moi, alors, est-ce que Damien, je te pose la question, par exemple, est-ce que tu penses que Voland aurait mis le but sur la première situation de Golovin? Je sais pas s'il aurait mis, mais l'expérience a montré que ce genre d'occasion, il les rate assez peu. Donc, c'est vrai que côté finition, on n'est pas, il a pas trop assuré là, sur ce côté-là, Golovin. Et je pense qu'il a peut-être un peu moins rayonné dans le jeu aujourd'hui que d'autres fois. Enfin, assez bon dans le pressing quand même. Faut pas non plus parce que cette occasion-là, elle vient de lui aussi. C'est lui qui récupère le ballon. Mais bon, peut-être qu'effectivement, il était peut-être un peu moins en vue que d'autres aussi. À noter que c'est Sidibé qui tirait les coups francs et pas lui. Après, puis un certain nombre de corners aussi. Golovin. De toute façon, on en parlera dans quelques instants. Donc, on peut commencer le reste de la compo et on va commencer par Badiachil. Du coup, vu que le compte est passé. Damien, la prestation de Badiachil. Très solide, je l'ai trouvé vraiment bon dans les duels. Globalement, il n'a pas, il n'a pas été vraiment mis en difficulté. Alors après, il est un peu pris. Je crois que c'est lui qui est pris sur le centre, et le poteau donc de Préville. Je crois que c'est lui qui est un peu derrière. Donc c'est peut-être le seul moment où il a été pris en défaut, je pense. Mais heureusement pour nous, c'était sans gravité. Mais sinon, globalement, je l'ai trouvé vraiment solide dans les duels. Il en a gagné une grande majorité. Et puis, il s'est distingué aussi par une très bonne passe qui amène une vraie occasion derrière, quoi. Même si la remise de Ben Yedder, elle est aussi très bonne et que Voland s'ouvre aussi le but. Enfin, il y a quand même une bonne passe vers l'avant qui offre tout de suite une occasion, une bonne situation. Donc, moi, je trouve que c'est quand même on peut dire que c'est quand même un bon match pour Badiachil, quoi, avec c'est pas mal de duels gagnés, donc voilà, des interceptions. Je vais rapidement m'occuper de mon petit chouchou moyen, Sidibé, qui a remplacé Dirard dans mon cœur de chouchou moyen. Non, je trouve que quand même il fait une très très bonne saison. C'était dit dans le chat tout à l'heure, même si ça arrache la gueule à beaucoup de monde de le dire, mais il fait quand même une très très bonne saison. Partie de saison, je le nuancerai sur la temporalité, parce que le début de saison c'était pas ça quand même. Non, mais il est un peu en fait avec l'équipe, quoi.
Il suit un peu le rythme global de l'équipe. Il n'était pas exceptionnel au début, mais comme l'équipe n'était pas exceptionnelle, maintenant c'est quand même beaucoup mieux. Même si aujourd'hui, je l'ai vu également passer tout à l'heure dans le chat, c'est vrai qu'il y a eu quelques déchets sur certaines passes un petit peu longues, une transversale en touche. Bon, ça fait toujours partie de Sidibé. Si Sidibé était capable d'être parfait sur absolument tout, ça ferait bien longtemps qu'il serait plus chez nous. Donc, il faut aussi quand même avoir conscience de ça. Non, mais le milieu de terrain. Je le trouvais bon aussi, Sidibé. Enfin, ouais, je l'avais mis en top. Il a fait une prestation dans la lignée de la semaine dernière, à savoir solide. Un peu moins décisif, parce que là, la semaine dernière où il avait mérité sa place de top, justement, c'était dans ses passes vers l'avant qui avaient vraiment fait mal. Là, un peu moins, mais il y en a eu quand même. Donc non, franchement, Sidibé, aujourd'hui, clairement, je le considère comme un titulaire dans ce système-là. Je trouve qu'il est dans un poste qui lui va comme un gant aujourd'hui. Voilà. Ouais, on est assez d'accord. Fofana, Quentin, forcément un peu dans l'ombre de Tchouaméni, mais quand même la prestation est bonne, même si elle aurait pu être sévèrement entachée par cette passe incompréhensible qui amène la frappe contrée par le dos de Maripane. Ouais, je suis toujours assez mitigé sur ses performances. C'est vrai qu'il sait souvent prendre le match à son compte, mais on va dire qu'il a des petits sauts de concentration de temps en temps, y compris celle-ci. Voilà, ça peut arriver à Disasi aussi. Je pense au dernier match face à Dijon. Mais c'est vrai que voilà, c'est des petits sauts de concentration qui sont pas préjudiciables pour l'instant, qui, on espère, ne le seront pas jusqu'à la fin de la saison, mais il reste quand même sur une performance, enfin en tout cas une performance de base d'un niveau très haut. Voilà, il est parfait complémentaire de Tchouaméni. Oui, parce que autant, comme tu le disais, quand Damien, tout le monde s'accorde à dire que Monaco est la meilleure équipe actuelle. Également, tout le monde s'accorde à tous les matchs, à tous les commentaires, à trouver Tchouaméni, Fofana vraiment étant les deux joueurs capitaux de l'équipe, peut-être encore plus que nos attaquants, qui marquent énormément. Mais le travail que les deux fournissent, c'est quand même assez exceptionnel. Même si, malheureusement pour lui, lui, c'est un peu moins bon que ce que fait Tchouaméni. Tout comme peut-être c'était moins bon pour un Bakayoko ou un Moutinho à côté de Fabinho. Ça n'empêche pas que leurs prestations quand même sont d'une qualité certaine. Oui. Golovin, Quentin, on en a un petit peu parlé. Toi, tu pouvais potentiellement également te mettre un petit peu flop. Est-ce que c'est pas juste à cause de cette énorme occasion ratée? Alors, il y a de ça. C'est plutôt pas mal en fait. Il y a de ça. Je vais en profiter juste pour parler des XG, justement, parce que je viens de voir les stats. Ah non. Justement, il a 0,40 son tir. 0,40, je me dis que c'est quand même un. Alors voilà, le tir de Voland qui fait but est à 0,09. Donc on peut se dire que voilà, arrête. Il y avait un peu, non, mais si, moi je trouve que c'est très révélateur de la position aussi du tir, alors que les deux tirs sont quasiment au même endroit. En fait, parce qu'on le regarde. Sachant que Volant est un peu gêné parce qu'il y a quand même Base qui l'obstrue un peu plus que Golovin, qui pour le coup a vraiment personne devant, il me semble. Et Volant est gaucher. Non, mais voilà. J'aime bien Paul Base. Ouais, il y a quelques années, oui. Oui, il y a quelques années, mais j'aimais bien. Non, enfin bref. Dessus, quoi. C'était tout ça pour parler de ça, pour dire qu'il manque peut-être un peu d'efficacité. C'est une énorme occasion. Là où l'équipe est très efficace, parce que là on obtient que 1,87 aujourd'hui, Bordeaux 0,93 d'ailleurs aussi. Mais voilà, nous là on est très efficace et en fait Golovin l'est pas forcément, donc c'est un peu de malchance, on va dire. Un match où il fait pas de passe décisive forcément, où il est pas décisif, bon bah voilà, on peut dire que sa performance est peut-être un peu moins bonne. Mais c'est vrai que globalement, voilà, on n'a pas de raison de le mettre en flop non plus. Je pense qu'on cherche un peu la petite bête. Ça a été un bon match quand même de sa part, notamment dans le pressing, dans la récupération, même haute, comme on l'a vu, donc l'action qui se crée tout seul. Donc voilà, ça reste quand même un joueur qui devrait rester dans le 11. Oui, et puis si tu mets Golovin flop parce qu'il rate une grosse occasion, que dire de Jovetic la semaine dernière qui en vient de 3. Hein. Sauf si c'était préjudiciable. Après, alors moi je comprends pas parce qu'il me semblait que quand Ben Yedder marquait pas, il était automatiquement flop. J'ai pas compris. Là il a pas marqué ce soir, mais on l'a pas mis. Tu peux m'expliquer? Attends, on en parle après. Parce qu'il fait, on en parlera après, mais oui, parce qu'il fait partie du 3-0 et puis il fait une sublime passe décisive. Il ne marque pas, mais quand même. Il y a cette passe. Jason Martins, tiens, justement, tu fais le malin. Non. Damien. Ouais, merde. Ah ouais, mais t'en as pas déjà parlé un petit peu? Non, t'as dit ce qui.
Bah Non, mais oui, écoute, je pense que oui, on a dit l'essentiel. Hein. Il, Ouais, il marque son but, il revient de blessure. Voilà. moi je trouve que globalement, il a pas. Franchement, à part son but, je trouve pas qu'il ait vraiment beaucoup pesé non plus, quoi. J'ai envoyé un gif assez drôle sur Gelson Martins en train d'essayer de dribbler un mec complètement désarticulé avec ses jambes. Enfin, voilà. Mais ça Oui. m'a fait rire. Bon, hors contexte. Ouais, Mais c'est vrai que bon, voilà, je trouve que effectivement, il a été mieux en seconde période parce qu'il y a deux bons appels qui font des différences et qui font un peu mal à la défense bordelaise. Après, je trouve que globalement, il fait quand même assez peu mal à la défense en première période, notamment, où je trouve qu'il apporte pas vraiment grand-chose non plus, quoi. Moi, c'est mon avis. Oui, non, mais je suis assez d'accord. Juste à noter des bons replis défensifs. Il est quand même pas mal venu aider sur le côté de Sidibé. Alors, tu sens que c'est pas un défenseur de formation, hein, loin de là. Mais il a le mérite au moins de faire les efforts et d'essayer de couper les lignes de passe. Voilà. La Caio suite de Henrique, l'équipe- peut-être Okay, ouais. Ah, bah voilà, ouais. Du coup, Caio Henrique, tout à fait. L'autre piston de l'autre côté qui a un rôle un peu plus défensif lorsqu'on n'a pas le ballon. Je sais pas ce que tu en as pensé. Je trouve qu'il fait des matchs propres, Bah, moi, je rarement exceptionnels, mais jamais mauvais. pense que Quentin est un peu en délicatesse pour chercher la tête la photo de Kenrique, donc je vais prendre le relais. Non, pas du tout, au contraire, non, c'est moi qui ah, l'ai d'accord. proposé, tu vois. Ah, ok. Je te sentais hésitant. Non, pas du tout. Non, mais écoute, moi, je suis pas du tout hésitant en plus pour parler de Caio Henrique parce que c'est un joueur que j'adore, franchement, et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un latéral gauche, on l'a dit plusieurs fois, aussi performant. Et on sent vraiment, par son volume et par sa présence sur le flanc gauche, que le danger peut toujours venir de ce côté-là avec Golovin. Je trouve que ça fait une bonne paire. Et puis, alors aujourd'hui, il est assez, il fait pas de passe décisive, mais on va dire qu'il est assez décisif. Alors, il rate une petite action au début, là, première mi-temps, mais on va dire qu'il rate un centre qu'il aurait pu mieux mettre à Ben Yedder ou à Gelson qui arrive derrière. Mais à part ça, voilà, il rate très peu d'actions et je trouve qu'il garde la balle, en tout cas, il la perd très peu. Et il va toujours, on sent qu'il est à l'aise et technique, très technique. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, ça va vraiment du bien d'avoir un latéral gauche aussi performant. Ouais, moi, ça me frustre presque un petit peu qu'il ne monte pas tant que ça. Parce que d'ailleurs, les commentateurs, c'est vrai, le disaient beaucoup. En deuxième mi-temps, il a un petit peu moins monté. C'était Sidibé, du coup, qui avait un petit peu plus de marge. Également, peut-être du fait que Gelson Martins s'était sorti, donc ça pouvait un petit peu modifier des choses. Mais on le voit qu'en fin de match, il remonte enfin, et puis ça apporte un but quasiment directement, en fait, parce qu'il a une vraie bonne qualité de centre, même des deux pieds. Donc, ouais, très très bien. Caio, c'est une vraie valeur sûre, et apparemment, même, il serait potentiellement appelé avec le Brésil dans la prochaine liste. Si on regarde sa heat map, parce qu'il est quand même assez haut. Hein. Oui, bien sûr. Il est touché très haut. haut. Oui, il a été très haut pendant tout le match. C'est vrai qu'à la fin, il était un peu plus en retrait, mais bon. Il est globalement très haut, mais également parce qu'on a la possession et parce qu'on joue chez eux. Donc évidemment que globalement, il est haut. Mais vraiment dans la toute fin de zone de vérité, un petit peu, enfin, on va dire dans les 25 derniers mètres du terrain, on le voit rarement en fait au poteau de corner, Caio Henrique. Donc c'était juste par rapport à ça. Ouais. C'est vrai que c'est pas comme Mendy en fait, Benjamin Mendy, où c'est vrai qu'on lui mettait une praline au point de corner et l'autre il arrivait comme une balle et il t'a lancé en première intention. C'est pas du tout le même style, donc voilà. Ah, mais je préfère ce profil parce qu'il est moins bourrin et plus technique, plus fin, on va dire. Il va moins perdre la balle. Benjamin Mendy quand même. Mais... Ah, je sais pas. Honnêtement, là, quand même. Je suis d'accord. Le grand Benjamin Mendy, c'est pas comparable. Non, mais c'est très bien ce qu'il fait. Je suis d'accord sur le fait que c'est pas du tout le même profil et qu'effectivement j'aurais une préférence pour un joueur un peu plus fin techniquement que comme Caio, que la force brute et athlétique de Mendy. C'était non mais c'est voilà, pas beau, clairement. Ça. La finition de Mendy. Et je dis pas ça parce que non il est quand même assez en tout cas bref, on n'est pas là pour parler de ça. Pour terminer la compo, il y a donc Ben Yedder en attaque, Damien. Oui, c'est pour moi ça, Ben Yedder. Il n'a pas marqué. Non, il n'a pas marqué, mais il a l'origine d'un but déjà et d'une deuxième occasion. Hein, donc voilà, toujours précieux dans ce jeu en remise dans les petits espaces. Et c'est par ces petites balles-là qu'il a aussi fait des différences. Donc sur ce premier but,
donc marqué par Volante, mais aussi par l'action de Golovin qui lui remet et il le remet quand même dans de très bonnes dispositions aussi Ben Yedder à cet endroit-là. Donc voilà, après c'est vrai que contrairement à Jovetic, c'est plus difficile par contre de le trouver dans la zone de vérité. Et ça, c'est vrai que ça tient aussi à l'animation quand même. C'est pas que Ben Yedder, hein, mais c'est aussi l'animation où c'est vrai que c'est plus compliqué de le trouver lui. Voilà. C'est vrai que c'est quand même assez dingue que Jovetic, en 2 fois moins de temps, t'as l'impression qu'il a... Alors du coup, il est un petit peu agaçant parce qu'il a raté encore pas mal de situations où je le trouve un petit peu lent dans ses décisions, etc. Mais on le voit beaucoup plus. Ben Yedder, c'est vrai qu'il joue plus simple. On a l'impression qu'il joue beaucoup plus en déviation, en vitesse. Jovetic aime un peu plus avoir le ballon dans les pieds et puis voir ce qui se passe devant lui, quoi. Pour moi, c'est parce que Jovetic, il joue très clairement beaucoup plus la profondeur, en fait. Donc, c'est plus facile de le trouver, de trouver quelqu'un qui fait un long appel et qu'on peut, avec un ballon un peu long, essayer de trouver facilement aussi. Donc, je pense que c'est aussi beaucoup ça. Et puis, il est physique aussi. Il va garder le ballon avec son corps, etc. Par rapport à Ben Yedder. Je trouve que Ben Yedder est plus physique que Jovetic. Il a beau avoir un centre de gravité bas, il a du mal à conserver le ballon dans les pieds, je trouve. Oh non, il est au contraire à la conservation de Ben Yedder. Oui, d'accord. En fait, je suis d'accord avec vous, mais en fait, je veux dire que dans le sens où Jovetic, on va dire qu'il va jouer de son corps, de son gabarit, on va dire, pour garder la balle et pour passer. Oui, voilà, il est plus grand, tout simplement. Je trouve effectivement que par son gabarit, il arrive à être un peu plus, à se dégager plus facilement, on va dire, des adversaires, alors que chez Ben Yedder, quand il a le ballon, on voit très vite un peu une nasse de joueurs qui vient aussi très vite se jeter sur lui, en fait. Mais c'est vrai qu'il va pas la perdre, enfin moins peut-être. Mais voilà, niveau conservation de balle, Ben Yedder, c'est quand même c'est technique et soyeuse, c'est quand même quand même propre, quoi. Justement, Jovetic, on en parle, je vais conclure rapidement sur lui. Voilà, pour le féliciter, hein, son but, alors je sais même pas à combien il est maintenant, mais ça commence à faire un petit pécule, je pense, hein, malgré tout, depuis le début de saison pour Jovetic, même toute compétition confondue, si tu rajoutes la coupe, ça lui en rajoute un petit peu. Donc, non, une vraie bonne saison pour Jovetic. Il n'y a plus de blessures. Et voilà, ça change tout. Et tu vois, je parlais de Lecomte tout à l'heure, il faisait partie des joueurs, je ne savais pas s'il fallait conserver ou pas. Je suis un petit peu dans le même questionnement avec Jovetic. Mais il a 6 buts, Jovetic. Voilà. On pourrait se dire, il a une prolongation de contrat à la clé. Il a fait l'appel du pied il y a la semaine dernière en disant oui, j'ai envie de jouer la Ligue des Champions, donc si je pouvais rester, ce serait cool. La soupe est bonne à Monaco, on va pas se mentir. Donc en ce moment, oui, en plus on le voit partout maintenant. On dirait que pendant 3 ans, on l'a jamais vu, jamais entendu parler. Et là, depuis 3 mois, il parle le français. On découvre tout plein de choses. En fait, on a l'impression que c'est l'opération séduction. Jovetic, il va à la presse, il se dévoue. Je pense que très clairement, il est aussi dans une opération séduction parce que il y a une renégociation et une prolongation à la clé, quoi. Donc la fameuse année de contrat que connaissent tous les joueurs dans les sports américains. avant le contrat suivant, c'est souvent là où tu fais ta meilleure saison. Mais bon. Voilà, donc j'ai un peu peur que si on le prolonge, ce soit pas pareil à l'année prochaine. Ouais, après, la différence, c'est qu'au foot, tu peux te séparer des joueurs plus facilement. Mais bon, on verra en tout cas. Très rapidement, maintenant, le banc. Alors, la doublette Diop-Aguilar, Quentin, choisis celui sur lequel tu as envie de parler. J'ai mis Diop, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi. Et puis, il fait sa petite passe décisive, hein, sa petite remise de la tête, là. Intéressant. Enfin, c'est vraiment... Ça m'a fait penser un peu au but qu'il met à Paris. C'était même si c'est lui qui est à la finition à ce moment-là, mais non, mais voilà, il est toujours là, il est toujours décisif même s'il rentre, et moi je pense qu'il peut vraiment aller concurrencer ce petit Golovin. Je pense que c'est une concurrence assez saine avec lui, et je suis content en tout cas de le revoir sur les terrains. J'annonce Diop titulaire devant Golovin la semaine prochaine. Quand? À Lyon? J'ai dit la semaine prochaine. Ouais, d'accord. J'annonce Diop titulaire en coupe contre Lyon, mais pas titulaire face à Angers. Voilà. À voir. Enfin, je suis persuadé qu'il sera titulaire contre Lyon, et j'ai des petits doutes pour la semaine prochaine. En fait, c'est surtout ça. Du coup, Aguilar, Damien, qui est rentré en fin de match. Saison, on peut bien en parler, mais malgré tout, saison un peu particulière pour Aguilar, qui était clairement notre meilleur joueur sur les 2 premiers mois de compétition.
et qui, au final, c'est lui presque qui pâtit le plus en fait de ce nouveau schéma, même s'il y aurait sa place, toute faite en plus, parce qu'il jouait plus ou moins comme ça avec Montpellier. C'était pas Sidibé, donc c'était un vrai défenseur central qui était derrière lui. Mais Qu'il est aussi, mais bon bref. Mais du coup, il semble ne plus vraiment être titulaire, quoi. Moi, je disais en déconnant quand Gelson est revenu que c'est lui qui allait reprendre la place. Quand c'est pas Gelson, c'est Golovin, ça a été Diatta. Lui, j'ai l'impression que on le voit peu. Il a eu le Covid. Hein. Il a eu le Covid, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment que depuis son appel en équipe de France, il y a eu une période de moins bien, mais c'est une période qui s'est un peu éternisée. Et très clairement, je pense que le système lui convient pas trop, en fait. Tout simplement. Ce qui est surprenant, vu que c'est comme ça qu'on voulait le voir tous jouer. On faisait que de dire, il peut pas jouer latéral, il faut le mettre piston. Pour moi, non, il joue latéral. Mais pourquoi ça lui conviendrait pas, en fait ? Pour moi, c'est un piston et il va à la place de Gelson. Il fait un match correct, hein. Même s'il se projette moins, je suis d'accord. Après, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ses meilleurs matchs avec nous, c'est quand il a joué simplement latéral, quoi. Dans une défense à 4. Et très clairement, il y avait des soucis défensifs du coup. Mais très clair. Mais je pense c'est ça qui lui reprochait, c'est que défensivement, il n'est pas bon. Je trouve que justement, son début de saison, défensivement, il avait montré qu'il était bon. Qu'au contraire, il était hargneux, qu'il était accrocheur. Il y avait peu de fautes. Il était, globalement, il se faisait assez peu prendre. Donc moi je trouvais que défensivement ça faisait tout à fait le taf. Là je sais pas, je pense que peut-être des prérogatives trop offensives et sur lesquelles à mon avis ses qualités sont pas vraiment les plus mises en valeur. Peut-être qu'il y a un peu trop de dimension offensive et peut-être que lui est meilleur dans quelque chose d'un peu plus pas box to box, mais tu vois quelque chose où il est capable d'enquiller les allers-retours mais en partant de plus bas. Là, peut-être qu'en étant plus haut, il a peut-être du mal à se repérer, à se positionner sur le terrain par rapport aux autres. Je sais pas. Pour moi, il manque quelque chose à ce poste-là. Donc, je suis pas entièrement convaincu encore. Hein, vraiment pas. Mais effectivement, peut-être qu'on avait tendance à mettre Aguilar titulaire parce que naturellement meilleur, on va dire, d'une manière générale, ou plus adapté qu'un Gelson ou Diatta. Mais c'est vrai qu'au final... Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis vraiment convaincu que Aguilar soit un titulaire à ce poste-là, quoi. Ouais, laissons-lui sa chance. Il sera titulaire probablement face à Lyon. Non, mais moi, je le vois revenir quand même. C'est vrai qu'en plus, il veut profiter du fait que Diatta soit pas là, mais... Et que Kovac semble quand même un petit peu moins compter sur lui depuis que l'équipe tourne bien, c'est tout, c'est juste ça. Moi personnellement, j'aimerais qu'il soit titulaire, surtout si c'est pour voir Gelson. À la limite, Golovin, j'aime bien pour permettre à Diop d'être titulaire devant avec les deux, Voland et qui vous voulez. Et moi, je veux Golovin sur le terrain. Pour moi, c'est obligatoire. Donc à ce moment-là, Aguilar pourrait perdre sa place, mais pas pour Gelson. Donc voilà, c'était juste ça. On verra. Il sera certainement titulaire face à Lyon. Et on espère tous qu'il nous fera une très grosse prestation pour qu'il puisse retrouver une place de titulaire dans l'équipe pour cette fin de saison et être un petit peu le pendant de Caio Henrique. Les deux derniers, on va pas en parler parce que ça sert à rien. Il les a fait rentrer, c'est bien, ça leur fait des feuilles de match en plus. Une prime de match. Oui. La prime de match, oui. Ça compte, ça. La petite prime, si elle existe. La prime doublée. En tout cas, voilà. On pense à Jardim. Monaco s'impose. Monaco à jamais dans nos cœurs. 3-0. Gelson On revient à 2 points de la première place et donc de Lille. Lille qui avait perdu donc 2 points ce vendredi soir. Malheureusement, Paris a gagné dans les derniers instants parce que sinon, là, on pourrait carrément être deuxième avec un Lyon-Lille qui arrive, donc potentiellement être déjà premier la semaine prochaine. Ce n'est pas encore le cas, mais on grappille. Mais moi, je vous le dis depuis le début, Lille ne finira pas sur le podium. Donc, je crois vraiment que Lyon va les battre la semaine prochaine. J'aurais peut-être tort, mais bon. En tout cas, c'est un avis que j'ai. Mais très rapidement, messieurs, petite question. J'y ai pensé cette semaine après la qualification du PSG. On s'était posé la question un petit peu décalée. Est-ce que vous préférez un podium ou la Coupe de France ? Globalement, on était tous d'accord pour la Coupe de France. Mais maintenant, si je vous dis Monaco est champion de France, mais dans le même cas, il faut que Paris gagne la Ligue des Champions. Ah, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'on sera la déception on est champion.
mais ça veut dire que Paris a remporté la Ligue des Champions. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est si t'es champion, Paris prend la Ligue des Champions, et ça peut être très dur quand même. En gros, est-ce que le bonheur d'un titre compensera la haine de voir Paris s'imposer? C'est une question que je pose à certains supporters. Moi, il n'y a aucun souci. Je prends le championnat. Carrément. Alors, on n'est pas éditeur de PSG, sauf Damien. Damien, t'as raison de lui poser la question. Voilà. Est-ce que tu me rajoutes est-ce que je peux négocier une Coupe de France en plus? Non. C'est quoi? Oui. J'ai le droit de négocier. Non, mais Damien, je vais rajouter une coupe, mais elle est pour Paris en plus. Ah oui, non, c'est mort. Ah, non, mais évidemment, un titre dans tous les cas, ça se prend direct. Même si tu me disais Paris gagne la Ligue des Champions et le championnat, mais qu'on gagne une Coupe de France, je serais heureux parce que j'ai envie qu'on la gagne cette putain de Coupe de France. Mais moi, ça fait beaucoup là quand même. Ah, ça fait beaucoup là par contre. Ah non. Pour une Ligue des Champions, fou. Non, mais je m'en fous, je veux un titre. Dans tous les cas, c'est important qu'on mette aussi des lignes à notre palmarès. À un moment donné, on est là aussi pour ça. Hein. On est content de voir. On est déjà ravis de la saison et franchement, même si on finit 4e, on sera quand même content d'avoir aussi bien remonté, même si on aura forcément une pointe de regret par rapport au fait que. Mais on finira pas 4e parce que la dynamique, elle est en notre faveur dans tous les cas. Donc, on finira pas 4e. Ça, c'est aujourd'hui, j'en suis convaincu. Attention à ce que tu dis, quand même. Moi, je crois au doublé, tout simplement. Je crois au doublé. Donc, rendez-vous mercredi. Alors, je vais faire éliminer contre Lyon. Je vais ramener ma gueule. Salut. Rendez-vous mercredi. Ça sera la prochaine émission. A priori, il y aura peut-être Mur des légendes demain, mais c'est pas encore enregistré. Donc, partez du fait que le Mur des légendes. Et puis en plus, Boris a eu un déménagement il y a peu de temps, donc c'est un peu plus compliqué de l'avoir en ce moment. Donc partez du principe qu'on fait encore une semaine de break sur le Mur des légendes et que donc l'épisode consacré à Jean Petit sera lundi prochain. Sinon, donc mercredi, c'est la coupe. Le week-end prochain, c'est face à Angers. Évidemment, 2 victoires pour continuer cette dynamique. Merci Damien, merci Quentin de m'avoir accompagné pour ce débrief. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat et à ceux qui nous suivent sur YouTube. D'ici là et d'ici mercredi, portez-vous bien. Et Dagé Mounegou. Il n'y a pas la musique. Hein. La musique arrive. Terrible. Ah, mais mon VLC veut pas aussi, évidemment. Oh, le fail. Quand je suis pas à la technique, c'est un bordel. Allez, au revoir à tous. Et bisous.